Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Pourquoi si, pourquoi ça. Aujourd'hui, on va tenter de faire un résumé audio. C'est-à-dire, vous mettez vos écouteurs, vous vous allongez dans votre canapé, fauteuil ou chaise, vous fermez les yeux et vous écoutez. Et donc, pour ce premier résumé audio, je vais vous présenter le premier tome de Hunger Games. Je vais vite vous prévenir, c'est un livre assez long, ce qui donne une vidéo assez longue, ce qui lui donne beaucoup de travail. Rien que pour cela, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Bon, sinon, plus sérieusement, la vidéo va se faire sur plusieurs parties. Plus précisément 3 parties. Mais vous n'allez pas vous ennuyer, je vous le promets. Bon, alors, si vous êtes prêts, accrochez vos ceintures et... c'est parti! Générique. Première partie, les tribus. Prologue. Panem est une nation née de ce qui était précédemment l'Amérique du Nord. Le Capitole, la capitale de Panem, exploite les autres districts, numérotés de 1 à 13. Cette numérotation dépend de la richesse du district. Ainsi, le district 1 est le plus riche, et le 13 le plus pauvre. Seul le district 3 fait exception. Il est moins riche que le 4. Chaque district possède son type de production. Par exemple, les objets de luxe pour le premier et la graphite et l'énergie nucléaire pour le 13e. Agacé par cette situation, le district 13 se rebelle contre le Capitole, en entraînant avec lui les 12 autres districts. Malheureusement, le Capitole étant la pointe de la technologie et bénéficiant des ressources de tous les districts, mate ses rebelles et rase complètement le district 13. Ainsi, pour servir de leçon aux autres districts, il a été décrété que chaque année, chaque district de Panem devra procéder à un tirage au sort. La moisson, pour sélectionner un garçon et une fille âgés de 12 à 18 ans, pour participer à un jeu télévisé que chaque citoyen de Panem sera obligé de regarder. Les Hunger Games. Ces 24 tribus seront confiées au Capitole, puis menées dans une arène, un milieu sauvage, où ils devront survivre et se battre jusqu'à la mort, afin qu'il n'en reste plus qu'un. Ce seul survivant sera proclamé vainqueur et couvert de richesses. De plus, afin de se rappeler la trahison des districts, tous les 25 ans se déroulera une édition spéciale, l'expiation, encore plus cruelle et impressionnante. Dans le district 12, district des mineurs, Katniss Everdeen chasse illégalement dans la forêt avec son ami Gale et vit de troc. Son arme de prédilection est l'arc. C'est elle la chef de famille depuis la mort de son père. Aujourd'hui, Primrose, la petite sœur de Katniss, est inquiète. Elle vient d'avoir 12 ans et va participer à sa première moisson. Chaque année, chaque jeune a son nom inscrit une fois de plus. Ainsi, à 18 ans, on a son nom inscrit 6 fois. Mais afin de défavoriser les plus pauvres, on a le droit à avoir de la nourriture contre d'autres inscriptions. C'est ce qu'on appelle les Tesseraes. Pour que sa sœur ait moins de risques supplémentaires d'être tirée au sort, Katniss a pris à son nom
tous les Tesserae. Malheureusement, malgré une seule inscription, le nom de Primrose Everdeen sort. Certaine que sa sœur n'a aucune chance de survivre, Katniss se porte volontaire et prend sa place. Gale lui promet de tout faire pour garder sa famille en vie. Elle se retrouve donc embarquée au Capitole avec Peeta Mellark, le tribut mâle de son district qu'elle connaît à peine. Il lui a, une fois, donné du pain, étant fils du boulanger, alors qu'elle mourait de faim. Effie Trinket, l'hôtesse des tribus du district 12, les accueille et les accompagne dans le train pour les amener au Capitole. De même qu'Emich Abernathy, gagnant du district 12 des 50e Jeux, une édition d'expiation où chaque district devait fournir 2 fois plus de tribus, qui est tombé dans l'alcoolisme. Bien qu'antipathique, ce mentor donne quelques conseils à Katniss et Peeta, et a un rôle de taille. Trouver des personnes riches au Capitole qui seront les sponsors de Katniss et Peeta, pour leur offrir des vivres une fois dans l'arène. Arrivés au Capitole, les 2 tribus sont laissées à leur styliste, Cinna pour Katniss et Portia pour Peeta. Lors de la parade qui montrera les tribus avec des vêtements évoquant la source de revenus principale de chaque district, Katniss et Peeta sont montrés dans les combinaisons noires enflammées, tel un morceau de charbon en feu. Le public est stupéfait. Les 2 tribus du 12 commencent à devenir sujets au paris et sont très aimés au Capitole. Le soir même, lors du dîner, Katniss reconnaît une servante. Une fille qu'elle et Gale virent un jour dans les bois et qui se faisait emmener par les forces de l'ordre. De ce fait, cette fille qui fuyait le Capitole s'est fait couper la langue. Elle est donc reconvertie en muette et fait les tâches ingrates au Capitole. Le lendemain, Katniss et Peeta vont au centre d'entraînement, lieu où tous les tribus pourront s'entraîner pendant 1 semaine. Par la suite, les juges examineront leurs compétences et leur attribueront une note allant de 1 à 12. Parmi les tribus se trouvent les tribus de carrière, tribus déjà entraînées illégalement pour les jeux et qui se portent généralement volontaires. Le gagnant est le plus souvent l'un d'eux. Ils font partie des districts les plus riches, soit le 1, le 2 et le 4. Parmi tous les tribus, quelques-uns sont notables. District 1, Glimmer et Marvel, garçons arrogants. District 2, Cato, brute, machine à tuer. Et Clove, lanceuse de couteaux. District 5, la renarde, fille maligne, insaisissable. District 11, Rue, petite fille maligne et courageuse de seulement 12 ans. Et Tresh, colosse aussi fort que Cato, mais pas aussi cruel. À la fin de la période d'entraînement, Katniss est appelée pour son évaluation avec les juges. Mais ces derniers sont distraits par le buffet qui leur est servi et ne portent pas du tout attention à Katniss. Énervée, elle tire une flèche qui transperce une pomme dans la bouche de leur cochon rôti, attirant enfin l'attention sur son habileté et son audace. Puis, quitte la salle d'entraînement sans qu'on ne lui donne l'autorisation. À la révélation des notes, Peeta décroche un 8 et Katniss, à la surprise générale, un 11. Mitch la met toutefois en garde quant à son côté arrogant et lui précise que les juges pourront se venger sur elle quand elle sera dans l'arène. Les tribus passent ensuite à la télévision où ils sont interviewés par le célèbre présentateur Caesar Flickerman. Katniss, éblouissante dans une autre robe enflammée, créée par Cinna, qui lui vaut le surnom de fille de feu, séduit le public. Quand vient le tour de Peeta, il est très à l'aise et déclare alors quelque chose qui émeut tout le Capitole. Il serait fou amoureux de Katniss, la fille de son district. Katniss est folle de rage quand Peeta sort du plateau et elle manque de lui faire mal. Peeta explique ensuite que ceci est une technique pour leur valoir de nombreux sponsors. C'est alors qu'ils deviennent tous les deux les amants maudits
du district 12. Deuxième partie, les jeux. Katniss comprend la manœuvre. En disant cela, Peeta et elle sont devenus désirables. Ils pourront recevoir des cadeaux dans l'arène. De plus, tout le monde au Capitole leur voue un réel intérêt. Le jour tant redouté arrive. Les tribus sont emmenées pour les 74e Hunger Games. Ils arrivent dans l'arène en formant un cercle autour de la corne d'abondance. Immense structure métallique où sont disposés divers objets. Armes, équipements, nourriture. Suivant les conseils d'Haymitch, Katniss s'enfuit de la corne car il y a toujours un bain de sang à cet endroit. Elle résiste à la tentation de courir prendre un arc. Et elle réussit tout de même à prendre un sac orange. Une fois éloignée dans la forêt, Katniss fait son inventaire. Une gourde vide, un carré de toile plastique, des lanières de bœuf séchées, un flacon de teinture d'iode, une bobine de fer ainsi qu'un sac de couchage, conservant la chaleur corporelle et un couteau, que Clove a lancé sur Katniss mais qui s'était planté dans le sac. Au bout de quelques heures, le bain de sang est arrêté, et Katniss entend 11 coups de canon. Chaque coup de canon signifie qu'un tribut est mort. À la nuit tombée, apparaissent dans le ciel, par le biais d'images synthétisées, les visages des 11 tribus morts durant la journée. La fille du 3, la carrière du 4, le garçon du 5, les 2 tribus du 6 et du 7, le garçon du 8, les 2 tribus du 9 et la fille du 10. Les 13 tribus restants sont Glimmer et Marvel, Cato et Clove, le garçon du 3, la carrière du 4, la renarde, la fille du 8, le garçon du 10, Rue et Trèche, Katniss et Peeta. De plus, Katniss peut être certaine que, comme chaque année, les carrières ont formé une alliance et s'attaqueront aux autres avant de se retourner contre les derniers survivants. Katniss s'endort en haut d'un arbre, mais se réveille et constate que la fille du 8, non loin de là, a allumé un feu. Katniss est certaine que ce feu va attirer d'autres tribus, mais ne bronche pas. Les carrières, chassant en meute, arrivent alors, munies de la plus grande partie des objets de la corne d'abondance. La fille du 8 est tuée par Cato, et Katniss comprend, horrifiée, que Peeta s'est allié à eux. Le lendemain, Katniss finit, après avoir désespérément cherché, par trouver de l'eau. Mais les juges qui ont la possibilité de créer de nombreuses embûches, et afin de la rabattre sur ses adversaires, déclenchent un incendie qui ravage tout sur son passage. Des boules de feu jaillissent et Katniss est touchée à la jambe. Voulant soigner sa brûlure dans une rivière, elle tombe sur les carrières et Peeta qui la poursuivent. Mais elle se réfugie en haut d'un arbre. Ils restent au pied de l'arbre et attendent. Durant la nuit, Katniss aperçoit dans un autre arbre la petite Rue, qui lui désigne un nid de guêpes tueuses au-dessus d'elle. Rue s'en va de branche en branche et Katniss reçoit un remède grâce au sponsor pour sa brûlure. Katniss scie ensuite la branche sur laquelle le nid de guêpes est placé, avec le couteau de Clove. Les carrières et Peeta, attaqués par les guêpes, s'enfuient au lac près de la corne d'abondance. Glimmer et la fille du 4, piquées par les guêpes, meurent. Katniss, qui commence à halluciner à cause du venin, dépouille Glimmer de son sac, de son arc et du carquois. C'est alors que Peeta arrive en courant sur elle, la relève et lui dit de s'en aller avant que les autres carrières ne reviennent. Lorsqu'elle voit Cato revenir au loin, elle part dans la forêt. Une fois plus loin, elle se demande si c'était une hallucination ou si Peeta lui a vraiment sauvé la vie. Après 2 jours d'inconscience, Katniss se réveille et constate que Rue s'est occupée d'elle et que le garçon du 10 est mort. Les 2 filles décident de faire alliance. Rue lui dit que Peeta n'est pas mort, mais qu'il n'est plus avec les carrières. Leur objectif devient donc de détruire toutes les provisions des carrières qui n'auront plus grand-chose pour survivre. Katniss se sépare de Rue, qui a pour mission d'allumer un feu au loin, pour faire diversion
alors que les carrières, Cato, Clove et Marvel, s'y rendent. Arrivé à la corne d'abondance, Katniss comprend que le garçon du 3 s'est allié avec les carrières en échange de matières explosives. En effet, la montagne de provisions est piégée, entourée par un champ de mines. Les carrières partent avec le garçon du 3 en direction du feu allumé par Rue. La renarde arrive alors et fait preuve d'une grande intelligence en ayant repéré le chemin complexe pour atteindre les provisions. Elle en vole quelques-unes et s'enfuit. Katniss fait exploser les mines en déchirant un sac de pommes avec une flèche. Les pommes dégringolent et déclenchent dans leur chute les mines. Au retour des carrières, Cato, furieux que le piège ait tout détruit, tue le garçon du 3. Katniss, rendue sourde de l'oreille gauche par l'explosion, veut rejoindre Rue, mais elle a disparu. Elle la retrouve au moment où elle est transpercée par un javelot, lancé par Marvel. Katniss le tue aussitôt d'une flèche dans la gorge. Rue meurt dans les bras de Katniss, qui décide de la recouvrir de fleurs. Les tribus ne sont pas censées accomplir ces gestes de respect. Katniss prouve ainsi qu'elle déteste le sadisme de ces jeux. Elle ne se rend pas compte que ce petit acte est un signe de rébellion. Le commentateur des jeux, Claudius Temple-Smith, fait une annonce et informe tous les tribus qu'il y a eu un petit changement dans les règles. En effet, si les deux derniers tribus en vie sont du même district, ils sortiront tous les deux vainqueurs. Katniss crie alors le nom de Peeta et se lance à sa recherche. Troisième partie, le vainqueur. Katniss retrouve Peeta à moitié mourant, car Cato lui a entaillé la cuisse avec son épée quand il a sauvé Katniss après la chute des guêpes tueuses. Elle entreprend alors de le soigner. Les tribus encore vivants sont Katniss et Peeta, Cato et Clove, la renarde et Tresh. L'état de Peeta s'aggrave de plus en plus. Katniss comprend par un message d'Haymitch qu'elle doit jouer la comédie de l'amour entre elle et Peeta. Devant une telle image, les sponsors se montreront généreux. Peeta profite de cette situation pour demander des baisers de Katniss. Ce qui ne devrait être qu'un jeu de rôle pour Peeta semble être enfin la réalité. Une annonce du commentateur est faite. Un festin est organisé à la corne d'abondance avec des sacs spécifiques pour chaque tribu, remplis de la chose dont chacun a désespérément besoin. Katniss comprend qu'un médicament l'attend pour sauver Peeta. Mais Peeta ne veut pas la laisser partir. Il ne veut pas qu'elle se sacrifie pour lui. Elle endort alors ce dernier avec un sirop de sommeil et part au festin, au péril de leur vie. Déjà sur place et cachée près de la corne d'abondance, la renarde se précipite, prend le sac et s'enfuit. Son plan a été ingénieux. Elle sait qu'elle ne sera pas poursuivie, car si quelqu'un le fait, on lui volera son propre sac. Katniss, à son tour, tente sa chance et court prendre le sac du district 12. Mais elle tombe sur Clove, qui lui lance un couteau et la blesse au front. Clove immobilise Katniss au sol, sort une petite lame et s'apprête à lui couper les lèvres. Image de son amour pour Peeta, Tresh débarque, furieux, car il pense que Clove a tué Rue, l'arrache à Katniss et lui fracture le crâne avec une pierre. Tresh, se sentant redevable envers Katniss, l'épargne pour avoir été l'allié de Rue. Clove meurt et Cato est maintenant la seule carrière encore en vie. Dans la journée suivante, orageuse, Katniss et Peeta restent dans une grotte. Elles le soignent grâce aux médicaments du festin. Ils apprennent le soir que Tresh est mort, probablement tué par Cato. Les 4 derniers tribus sont Katniss et Peeta, Cato et la renarde. Le lendemain, Katniss va chasser et Peeta cueille des baies. Tout à coup, Katniss entend le canon. Pensant que Peeta est mort, elle crie son nom et le cherche dans la forêt. Elle le retrouve, se jette dans ses bras et constate que les baies qu'il a ramassées sont empoisonnées.
On les appelle suromortels. Elle voit plus loin la renarde, morte avec une poignée de baies dans les mains. Elle comprend alors qu'elle suivait Pita, et pensait comme lui que les baies étaient comestibles. Katniss garde alors le reste des baies, en se disant que peut-être, d'une manière ou d'une autre, elle arriverait à s'en servir pour anéantir Cato. Tous les cours d'eau sont asséchés par les juges afin que Katniss et Pita soient obligés de revenir au lac où se trouve probablement Cato. La nuit tombe et c'est alors que des chiens-loups génétiquement modifiés et ressemblant aux tribus les attaquent. Les 3 derniers survivants se réfugient en haut de la corne d'abondance, hors de portée des assaillants. Une fois là-haut, Cato saisit Pita par le cou et l'étouffe à moitié. Katniss ne sait plus quoi faire. Si elle tue Cato avec son arc, il tombera en emportant Pita avec lui. C'est alors que Pita, saignant de la jambe, fait une croix avec son sang sur la main de Cato. Katniss comprend son message, décoche une flèche sur la main de Cato, qui lâche Pita et tombe dans le vide. Katniss et Pita attendent alors que Cato meure. Mais les monstres ne l'achèvent pas, complètement. Elles le font souffrir. Alors, Cato implore qu'on l'achève. Katniss tire une flèche pour mettre fin à ses souffrances. Le coup de canon confirme sa mort et les mutations génétiques disparaissent. Lorsque le jour se lève, Katniss et Pita apprennent par une annonce que la règle a à nouveau changé et qu'il n'y aura finalement qu'un seul vainqueur possible. Katniss sort alors le suromortel qu'elle avait gardé et ils s'apprêtent à manger les baies tous les deux pour ne pas avoir à choisir le vainqueur. Le haut juge, Seneca Crane, pris de court, les déclare tous les deux vainqueurs, mais est à nouveau perçu comme un acte de révolte. Lorsque Katniss sort de l'arène, Pita est emmené aux soins d'urgence car il a perdu beaucoup de sang, et on repart l'oreille de Katniss qui était sourde depuis l'explosion. Lorsque tous deux sont rétablis, Haymitch apprend à Katniss que les juges sont la risée de tout Panem pour avoir cédé au chantage d'une gamine. Et le président Snow, contre elle, menace de faire exécuter ses proches. Lors de l'interview des vainqueurs, César lui demande ce qui lui est passé par la tête au moment des baies. Elle raconte alors qu'elle ne pouvait pas imaginer vivre sans Pita, ce qui a pour but de faire taire toute rumeur de rébellion. Les deux vainqueurs retournent finalement chez eux, au district 12. Katniss découvre sa nouvelle vie. Elle est troublée par la relation née durant les jeux avec Pita et se sent maladroite face à Gale. Donc voilà, c'était tout pour ce long résumé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, car ça nous fait très plaisir et ça ne vous coûte rien. Sur ce, nous vous remercions et on vous dit à bientôt. Ciao.